la situation aujourd'hui en Ukraine. En réalité, c'est un travail, une mission de combat difficile qui est opérée par nos militaires et aussi les militaires des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, ainsi que des volontaires qui participent à cette opération. Vous savez que la République de Lugansk et celle de Donetsk aussi ont été libérées partiellement ou totalement, mais aussi une partie des régions de Donetsk et Zaporozhye qui sont sous le contrôle des forces russes. Ici, je ne peux pas ne pas souligner le fait qu'aujourd'hui, nous luttons pas tant contre l'armée ukrainienne que contre les pays occidentaux, dans la mesure où les armes qui étaient présentes en Ukraine ont quasiment disparu. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'armement soviétique. Et aujourd'hui, c'est surtout de l'armement occidental, européen. Et les pays européens ont fourni tout ce qu'ils avaient. Ils transmettent tout ce qu'ils ont à l'Ukraine. Mais nous détruisons cet armement. Et le moment est venu, puisque nous luttons effectivement contre les pays occidentaux, plus l'OTAN, ou le contraire, l'OTAN plus les pays occidentaux, nous en parlons, et quand nous disons ça, ça veut dire que c'est pas seulement l'armement qui est livré en quantité gigantesque, mais nous savons comment lutter contre cet armement. Mais il y a aussi les systèmes qu'il y a, c'est les systèmes de communication, les systèmes de traitement de l'information, systèmes de renseignement satellite par exemple, qui sont, puisque presque tout le système de satellite de l'OTAN travaille contre nous. Donc c'est plus de 70 satellites militaires, plus les satellites civils qui sont opérationnels contre nous et qui donnent des informations sur la position de nos forces. Et ensuite, il y a des armes de haute précision aussi. Ce qui nous a étonné, c'est que leur nombre est peut-être caché, mais pour beaucoup de personnes, c'est caché. Mais en tout cas, nous savons ce qui se passe et nous savons pourquoi c'est caché à la population civile, car de plus en plus, et je dirais même tous les jours, des frappes de ces armements sont effectuées contre des civils. Et par exemple, hier, encore des civils sont morts de ces frappes. Effectivement, ces frappes sont dirigées contre des hôpitaux, contre des lieux de rassemblement de civils. Et nous considérons que on pouvait considérer que c'était un chaos total, alors que non, c'est pas le chaos. C'est-à-dire que c'est organisé. Il y a des instructeurs occidentaux qui viennent, et des anciens militaires et des militaires en exercice qui viennent. C'est 250 personnes qui sont à Kiev et qui dirigent toutes ces choses-là, toutes ces opérations. Et nous comprenons bien que à l'étape initiale, l'armée ukrainienne représentait à peu près 200 000 hommes et leur perte s'élève à peu près à 100 000. Donc il y a 51 000 morts et 49 000 blessés à peu près. Donc c'est des pertes assez significatives. Si on parle de plus de 200 000 personnes, et plus de 100 000 personnes perdues, donc c'est quand même 50% de pertes. Et donc ils ont une quatrième vague de mobilisation en Ukraine pour parvenir à 300 000 hommes.
Et vous voyez probablement par différents canaux d'information, différentes ressources, que ce travail se poursuit dans différents secteurs. On rattrape les gens depuis la plage jusqu'à la gare. Et évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer ici la question des instructeurs. Ce n'est pas simplement des instructeurs, mais il y a aussi les mercenaires qui se trouvent dans ce milieu et qui, aujourd'hui, ils sont un peu plus de 1000 sur place, sur le terrain. Et certains sont partis. Ils ont plus de 200 mercenaires qui ont été tués. Mais ils essayent d'apporter leur contribution. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils sont venus ici, c'est surtout que ces gens sont protégés par l'État. Et donc ces gens qui sont venus ont fait l'objet d'une sélection, ou alors les gouvernements ferment les yeux sur ceux qui s'occupent de ce recrutement. Je ne peux pas non plus ne pas évoquer, on en a parlé récemment, nous avons des pertes aussi. Aujourd'hui, c'est 5937 hommes morts. Et encore une fois, je ne peux pas passer sous silence nos hommes qui remplissent avec courage leur devoir. Il faut que je parle de notre personnel médical qui travaille. Ce sont ceux qui sont passés par nos établissements militaires, nos hôpitaux militaires et qui continuent à servir. Et je reviens encore à ce qui se passe en Ukraine. Nous continuons à remplir les missions qui nous ont été fixées. C'est pas simple, parfois c'est même difficile, mais ces missions, nous les accomplirons. Le président a décidé de procéder à une mobilisation partielle. Est-ce que vous pouvez préciser comment ça se passe, qui est soumis, comment va se faire ce travail à partir des réserves? Oui, vous l'avez bien dit, c'est précisément les réserves. Ce ne sont pas simplement des gens qu'on n'a jamais vus, dont on n'a jamais entendu parler, qui n'ont jamais vu l'armée. C'est ceux qui ont fait leur service militaire, qui ont une formation militaire qui est nécessaire aujourd'hui pour l'armée et qui ont une expérience de combat. Et je voudrais devancer les questions qui peuvent se poser ici, c'est que il ne s'agit pas d'une mobilisation des appelés qui peuvent, les étudiants, etc. Non, les étudiants continuent à aller en cours. Ils ne vont pas être appelés ici. En ce qui concerne ceux qui sont appelés pour le service militaire, ne sont pas appelés maintenant à être envoyés sur le front de l'opération militaire spéciale. Et ceux qui font actuellement leur fédération militaire, quelque part en fédération de Russie, continuent leur service. Nous avons des ressources humaines qui sont très riches. Nous avons tous ceux qui ont une expérience militaire, qui ont une expérience de combat, ça représente à peu près 25 millions de personnes. Donc c'est une mobilisation partielle, c'est peut-être 1% ou peut-être un peu plus, 1,1% peut-être de l'ensemble des ressources. Mais la ligne de contact sur le front, elle s'étend sur plus de 1000 km et évidemment, ce qui est en arrière doit être renforcé. Il faut contrôler ce territoire et bien entendu, c'est avant tout pour cela que ce travail est fait, c'est-à-dire ce travail de mobilisation partielle. Bien évidemment, une fois qu'ils seront recrutés, ils suivront une formation, une remise à niveau. Donc il y aura une harmonisation des équipages, des ordres, des attributions, et ce n'est qu'après cela,
exclusivement après cela que ces hommes pourront être envoyés pour remplir les missions qui leur affectent. Est-ce que vous pourriez parler concrètement des réservistes qui seront... Oui, je dis tout de suite, c'est 300 000 personnes. C'est pas une fois unique, c'est un travail planifié qui se fait. Donc, ce qui est prévu, c'est pas qu'on va attraper tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Et à cet égard, je tiens à dire que, en même temps, justement, nous devions justement procéder à des mobilisations comme ça avait été fait, comme ça se faisait dans le passé. Certaines personnes pour 1 semaine, 2 semaines, d'autres plus, pour avoir une remise à niveau sur le plan technique, sur le plan des conseils. Et là, ça correspond avec cet événement, cette mobilisation partielle. Donc, les mobilisations prévues, planifiées, sont annulées au bénéfice de cette mobilisation partielle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives envisageables là? Oui, il peut y avoir des cas particuliers sur les délais, il peut y avoir des écarts par rapport au plan, mais ici, l'objectif principal qui a été fixé, cette mission est en cours d'exécution. Bien entendu, nous faisons tout ce qui est possible pour que cette mission soit accomplie.